20 obus qui tombent en moins de 7 minutes. Et je peux vous dire que quand on se dit on voit sa vie défiler, bah, j'ai vu ma vie défiler pendant ces 7 minutes, j'y repense encore. J'ai des cauchemars encore actuellement sur ça. Mes mains tremblaient. C'est comme si t'imagines déjà si on se fait envahir la base, etc. C'est déjà des trucs que tu vas faire, tu vois. Au même moment, en fait, on a appris qu'il y avait une attaque suicide sur le convoi, parce que je savais pas ce moment-là, en fait. Moi, je revois encore le médecin arriver et nous dire qu'il y a un delta Shrek Delta. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un décès, en fait. Donc ça, je revois cette action ralentie qui me hante depuis pas mal d'années. Et ouais, c'est compliqué à vivre au quotidien. Déjà, à mettre un mot dessus, c'est compliqué. Mais heureusement que là, je suis dans l'hôpital militaire et que avec d'autres blessés qui comprennent aussi ce que j'ai. En fait, on a tous le même symptôme et même si on n'a pas tous les mêmes vécus, en fait, on a tous les mêmes symptômes et on s'entraide, en fait. Sergent-chef Teddy, merci beaucoup d'être avec nous dans cette vidéo et pour ce témoignage. Vous m'avez dit que vous aviez 31 ans et que ça faisait 12 ans que vous étiez déjà dans l'armée de terre, c'est bien ça? C'est ça, oui, c'était en 2012, donc ouais, j'avais 19 ans. Et je me suis engagé par patriotisme, puis après d'autres idées, hein. L'idée de se dépasser, l'idée de cohésion. Quand je voyais les militaires patrouiller et tout, ça me disait ah ouais, franchement c'est ça que je veux faire, et puis au final, voilà. Donc en fait c'était vraiment une vocation depuis le départ en quelque sorte. Mais ouais, c'était un choix depuis tout petit, même après, mais je me suis dit je vais faire le bac quand même pour avoir un bagage après. Et par la suite, bah, je me suis dit allez, on s'engage direct, j'ai tout lâché, puis je me suis engagé à 19 ans dans l'armée. Pour qu'on comprenne bien, c'est quelle branche de l'armée? Alors moi j'étais dans l'armée de terre, bah, je suis toujours dans l'armée de terre, je suis dans un régiment d'artillerie, hein. Mon boulot c'est de détecter les tirs indirects, donc tout ce qui est tir de mortier. Donc j'ai fait pas mal d'opérations extérieures, hein. J'ai fait du Liban et du Mali, même des sentinelles, hein, ça on en bouffe aussi pas mal. Donc là actuellement vous êtes encore bien militaire. Oui, bah, c'est un statut assez particulier, je suis en congé du blessé, donc ça veut dire ce que ça veut dire. En 12 ans de carrière, c'est à peu près combien d'opérations extérieures pour vous? 6 OPEX, du coup j'ai fait 4 Liban et 2 Mali. Avant je partais tous les ans quasiment, à part quand il y avait quand j'étais un Saint-Mexan pour passer sergent, parce que moi je suis un SMI direct, j'ai commencé tout en bas. Donc du coup ouais, quand t'as les examens en fait ça prend parfois une année, donc c'est pour ça que je suis pas parti pendant quelques années. On dit souvent que l'armée c'est une grande famille et que c'est des sortes de souvenirs inoubliables là-bas parce que l'expérience d'être militaire, elle est unique. Est-ce que du coup en 12 ans de carrière, tu fais ce constat-là et tu partages ce bilan qu'on entend souvent sur l'armée? Ah ouais, complètement, hein. J'ai jamais autant rigolé. Bon, on a des nouveaux engagés, des fois, bon, il y en a, ils ont pas l'humeur à tous les étages, tu vois. Mais bon, on rigole quand même avec eux et ça fait des souvenirs. Parfois, on ramasse comme pas possible, ça fait des souvenirs aussi. C'est la vie en unité, en fait, elle est ponctuée de bons moments comme de mauvais, en fait. Donc, ça fait des sacrés souvenirs. Qu'est-ce qui soude le plus finalement dans l'armée? Bah, les OPEX surtout, là, parce qu'on était avant sur un petit camp isolé au Liban, et en fait pendant 6 mois on vivait H24 les uns avec les autres, et au final bah, c'est là qu'on apprend vraiment à se connaître, hein. Parce qu'au régiment on s'apprend à se connaître de 8h à 17h30, mais là comme on est H24 les uns avec les autres, bah, du coup on voit vraiment les personnalités, on voit les accroches qu'on peut avoir, on voit que les gens ne vont pas les blairer, certains, mais on arrive à quand même bosser ensemble, et ça franchement c'est nickel. Même après l'OPEX, on s'appelait souvent pour savoir si ça allait, etc. Donc ouais, ça, de la cohésion comme ça marchait bien. Donc l'armée c'est vraiment en fait le côté humain en fait qui va le plus souder les gens. Ouais, il y a le côté humain quand même qui revient. Il faut de toute façon que ça soit humain, sinon si chacun bosse de son côté, on n'y arrive pas, et la mission elle peut être très très longue. Compter les uns sur les autres bien sûr j'imagine et ouais comme tu dis savoir partager finalement. C'est ça, aussi bien sur le chef que sur nos subordonnés. Donc il faut savoir faire preuve de fermeté, mais aussi de lâcheté quand il faut lâcher du lest. Ok. Pour entrer dans le sujet du coup ta première opération extérieure c'était à quel âge? Premier OPEX, j'avais 19 ans et demi. Je suis en fin d'année, donc du coup, ouais, j'avais 19 ans et demi. Puis je suis parti au Liban 6 mois et demi. On est quand même d'accord que quand t'arrives dans l'armée, ils t'envoient pas directement en opération extérieure immédiatement, il y a quand même, je sais pas, une sorte d'entraînement avant de partir en mission j'imagine. Il y a quand même une préparation en amont qui se fait plusieurs mois en avance. Donc on a l'habitude de travailler avec les mêmes personnes, donc on sait à peu près ce qu'on va vivre. Et c'est vrai qu'on découvre vraiment le terme OPEX, vraiment quand on y est, parce que on nous vend du rêve à chaque fois, ouais c'est ça, mais quand on y est, et bah, quand on réalise que la Syrie est pas loin, que Israël et tout ça c'est pas loin, et bah oui, donc ça remet en question pas mal de choses, mais après on est préparé, donc au final j'ai pas trop eu de surprise. L'opération dont vous allez nous parler aujourd'hui, si j'ai bien compris, c'est au Mali. Mais du coup comme il y a 12 ans de service, c'est quand la première fois que vous êtes allé au Mali?
Au Mali, en 2014, parti. C'était la fin de Serval. Ah, c'était l'opération Serval. Le Mali, c'est un sujet qui est extrêmement d'actualité en 2024. Il y a beaucoup de personnes qui nous regardent aussi d'Afrique sur cette chaîne. Est-ce que tu comprends que entre la première fois où tu y es allé en 2014 et aujourd'hui en 2024, il y a eu un énorme changement des mentalités et de vision par rapport à la France, du fait que la guerre au Mali, la guerre contre les terroristes, a duré, s'est éternisée, etc., qu'aujourd'hui il y a Wagner, qu'aujourd'hui la position de la France est extrêmement contestée. Est-ce que juste en tant que soldat français, tu as un petit mot par rapport à ça? Ouais, je pense que de toute façon, une guerre qui s'enlise, la population, au bout d'un moment, on a marre, hein. On le voit direct. Mais en fait, ce qu'ils ne voyaient pas, c'est les résultats, les moyens. Donc je peux comprendre que voilà, c'est leur point de vue, on a servi à rien. Mais je pense que notre présence a dissuadé plusieurs djihadistes à venir dans des villages, à venir faire des choses malsaines dans des villages. Donc au début au Mali en 2014, on se faisait applaudir dans les villages. Mais Applaudis après, carrément? ouais, on se faisait applaudir. Ouais, on se faisait applaudir. Bon, ils disaient Mali, Mali, mais on savait très bien qu'ils étaient contents de nous voir, ils nous applaudissaient. Parfois on leur donnait à manger, etc. Donc ils étaient contents. Du coup, tu sentais à l'époque qu'il y avait comme une forme de reconnaissance de la part de la population locale? Ouais, ouais. À Gao, moi je me rappelle, on avait fait le marché de Gao et tout. Franchement, une bonne communication avec eux, c'était super. Et apparemment, en 2020, j'ai des collègues qui ont été dans les villages, ils m'ont dit que c'était pas ouf. La relation était, ouais. Mais ils savent qu'au bout d'un moment, on va se retirer et que ceux qui ont collaboré avec les Français, vous savez ce que font les djihadistes, quoi. Donc, je pense qu'il y avait une peur aussi de ça. Ouais, parce que pour qu'on comprenne bien géopolitiquement rapidement la situation du Mali, la présence française là-bas, c'est pas contre un groupe terroriste, c'est que le Mali est en gros rempli de clans et de tribus djihadistes partout au nord du pays. Il y en a pas qu'un seul en gros. Oh non, il y a le MNLA, c'est le groupe pour l'Azawad qui veut l'autonomie de l'Azawad. Il y a le GSIM, il me semble, c'est le groupe terroriste là, je sais plus c'est quoi le groupe. C'est un groupe terroriste islamiste. Il y a plusieurs en fait groupes qui sont. En fait, parfois vous voyez un pick-up, on ne sait pas si c'est allié ou ennemi des fois. Donc faut faire vraiment attention. Et bon, parfois il y a des ONG qui passent aussi, mais il faut faire gaffe. Ouais. Et l'armée malienne dans tout ça, elle est quand même présente ou vraiment pas du tout? Si, là, même là, ils sont. De toute façon, dès qu'il y a une patrouille, normalement c'est conjoint, hein. Après, je peux pas trop parler parce que moi j'ai pas fait trop de patrouilles. Mais moi, c'était mon boulot, c'était pas sortir de la base normalement. Donc, Ok, pas de souci. Mais au moins, tu sentais bien quand même que l'atmosphère entre 2014 et 2022 était plus du tout la même. ouais, j'ai senti quand même. Ok, merci beaucoup de nous en avoir parlé et donner quelques précisions sur ça. Je te laisse du coup introduire le sujet pour lequel t'es venu aujourd'hui, le Mali en 2020, ton OPEX au Mali en 2020, il me semble. Alors, ouais, ça s'est passé en 2020. Je suis arrivé sur le théâtre malien le 14 juillet 2020. Donc, on est parti de Paris le 14 juillet. On a atterri à Niamey dans la journée. Ensuite, on a fait Niamey-Gao en C-130 américain. Le vol a duré plusieurs heures. On est arrivé la nuit à Gao. On a perçu tout ce qu'il fallait. Après, le lendemain, on est parti en hélico direction la petite base de Gossi, là, qui est dans la région des trois frontières entre Burkina Faso, Mali et Niger. Et du coup, moi, j'ai pris mon boulot direct quand je suis arrivé parce qu'on a fait une relève qu'on appelle tarmac en fait. Donc on n'a pas eu de consigne, on s'est vite parlé et puis après les autres ont décollé pour Gao pour repartir en France et puis moi du coup j'arrivais déjà sur Gossi. Je prends ma permanence là sur le logiciel là, qui sert à détecter les tirs indirects. Tir indirect, du coup, c'est tout ce qui va être plutôt artillerie. Ouais, c'est artillerie, ouais. C'est quoi pour qu'on comprenne bien? C'est des sortes de détecteurs, des capteurs qui captent les tirs. Des capteurs qui sont sur des trépieds, qui sonnent et qui ont des gyrophares, qui détectent tout ce qu'il y a dans sa zone en fait. Donc s'il repère un mortier, il sonne. Voilà, en gros le but du système. Mais c'est pas des capteurs, genre des petits trucs, c'est vraiment des capteurs sur des kilomètres, sur une grande zone donnée quand même. Oui, c'est sur des kilomètres. Après, je vais pas te dire combien, mais c'est sur des kilomètres. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu comme une sorte de dôme finalement autour de la base qui la protège? Oui, voilà, en gros, c'est une sorte de dôme, en gros. Et du coup, on sait d'où ça vient et où ça tombe l'obus, en fait. Ok, je vois. J'arrive le 23 juillet où je suis de permanence la nuit, là, de minuit à 7h au CO, donc au centre opérationnel, en fait. Et une matinée comme une autre, hein, donc c'est une nuit comme une autre, où quasiment c'est silencieux, il n'y a rien qui se passe, etc. Et il y avait un convoi qui était arrivé 2 jours avant pour reconnaître un peu la base et pour prendre la température, etc. Donc moi je les ai croisés à 5h30 du matin, ils repartaient à Gao par la RN16 qui se situe juste à côté de Gossi. Et du coup, moi je suis revenu dans ma tente à regarder mon écran. Et là je regarde mon écran et je vois des échos qui ont l'air un peu bizarres.
Je me disais, bon, c'est peut-être les oiseaux qui se levaient à ce moment-là, parce que parfois, tu as des échos. Parce que les oiseaux, parfois, ils ont des trajectoires un peu comme des obus, donc on s'est dit, ouais, c'est peut-être les oiseaux qui se lèvent. Et puis au final, non, c'était une vraie alerte, et on a pris 20 obus à ce moment-là, donc je me suis mis en protection sous la table avec deux autres personnels de l'armée, parce qu'on était en réduit, forcément, il faisait nuit. Il était assez tôt du matin, donc on était sous la table, on attendait que ça tombe. Donc 20 obus qui tombent en moins de 7 minutes. Et je peux vous dire que quand on se dit on voit sa vie défiler, bah, j'ai vu ma vie défiler pendant ces 7 minutes, j'y repense encore. J'ai des cauchemars encore actuellement sur ça. Et, du coup, après, toute la base s'est réveillée, forcément, parce que les alerteurs ont sonné et tout ce qui suit. Ensuite, un véhicule est rentré à la base coupé en deux. Je l'ai vu coupé en deux, c'était un véhicule blindé léger, un VBL. Véhicule français du coup? Côté français, ouais. C'était un véhicule du convoi dont tu nous parlais tout à l'heure, celui qui venait de quitter la base, du coup, si je comprends bien. C'est ça, oui. Et là, il repartait, du coup, il repartait en direction de Gao, la grosse base française qui était au Mali. Parce que toi, du coup, la base dans laquelle tu te situes à ce moment-là, au moment de l'attaque, c'est quoi? C'est une sorte de poste avancé français, un poste de reconnaissance? Ouais, on appelle ça au début, c'était une BOAT, c'est une base opérationnelle avancée temporaire. Au début, on avait ça. Puis ça s'est transformé en BOA, base opérationnelle avancée. C'est-à-dire qu'on pouvait vivre dedans, en fait. Donc, ouais, c'était spartiate, hein. On n'avait pas non plus. On n'avait pas d'ordinaire. L'ordinaire, c'est la cantine. On n'avait pas de. On pouvait pas manger comme on voulait, quoi. On dépendait des livraisons par air, donc par hélico. Et s'il n'y avait pas d'hélico, bah, on mangeait pas, on mangeait ration, quoi. Donc c'était vraiment rustique, c'est nous qui faisons à manger. On avait des douches, c'est des remorques en fait, c'est des douches où on doit monter les fermetures éclairs quand il y en a encore, parce que des fois elles sont défectueuses. Donc il faut faire attention aussi aux bestioles qu'il y a, parce qu'il y a des araignées couteaux, des scorpions et tout ce qui va bien, hein. D'ailleurs, la photo te rappellera que on pourra mettre, verra, c'est des belles saloperies. Oui, oui, tu en avais parlé avant la vidéo. Et aussi, tu m'avais parlé des températures qui sont assez extrêmes quand même au Mali. Ouais, des fois, parce qu'on ça tapait bien, c'est en plein désert, donc du 50 degrés, la nuit il fait meilleur, il fait allez, 30 degrés, il fait assez chaud, mais il y avait du vent et parfois des tempêtes de sable. Quand je dis une tempête, c'est un mur de sable qui arrive et qu'on voit rien à 10 mètres, quoi. Et vraiment, on voit rien. Mais du coup, pour qu'on situe quand même bien, quand tu dis que c'est pas la grande base, en termes de personnel, sans donner de données confidentielles ni rien, juste en estimation, c'est quoi une petite base en gros? Je crois qu'on était max 200, pas plus. Et 200 personnes dans une seule base, c'est pas beaucoup, tu trouves? Non, non, pour une base, c'est petit, hein. Pour défendre, c'est compliqué. Donc au moment où les obus tombent, l'alerte se déclenche immédiatement, c'est ça? Alors ça s'est enchaîné en moins de 10 secondes, ça s'est enchaîné parce que mon alerteur a sonné. Et à la fin de l'alerteur, en fait, bah, ça a tombé direct. Et j'ai entendu un gros boom, mais un boom indescriptible, hein. Faut vraiment le vivre pour le ressentir. Et ouais, c'était direct. C'était quoi à peu près du coup les projectiles qui étaient envoyés? Du 120 mm. C'est comme nous, ce qu'on a en France, mais c'est l'équivalent en fait du 120 mm français. C'est le genre d'attaque typique des terroristes, d'attaquer, de pilonner à l'artillerie comme ça, ou il y a différentes façons de procéder, on va dire assez connues au Mali? Alors, c'est différentes attaques. Des fois, c'est des attaques à la roquette. Parfois, c'est mis à l'arrache sur un bâton et déclenché à distance par téléphone. Et des fois, en fait, ils ont pris exemple en Afghanistan, hein, c'est pareil. Et des fois, c'est des obus, et ça dépend en fait de ce qu'ils ont sous la main. Mais apparemment, ils avaient pas mal travaillé cette attaque à l'époque, hein, parce que ça a duré, je pense, 1 an pour préparer, c'est ce que disaient les renseignements, parce que vu ce qu'ils avaient retrouvé sur des véhicules et vu comment elle était complexe l'attaque, c'est qu'elle était vraiment bien préparée. Donc ils sont arrivés, ils ont placé des mortiers pour ensuite pilonner la base et espérer faire des dégâts. Moi, du coup, c'était des mortiers qui étaient tractés par un pick-up. Donc, c'est ce qu'on a vu. On a vu des sacs de terre qui étaient au sol, en fait. On a vu des traces. Et en fait, on s'est dit, bah, en fait, ils ont tracté un mortier, ils ont tiré, puis ils sont repartis. Étant donné que les alerteurs ils ont sonné, donc ils ont averti, ça veut dire que toi de ton côté il n'y avait pas d'erreur dans le sens où le processus normal a été suivi et t'avais pas besoin de faire plus. Il n'y avait pas, je sais pas, un bouton sur lequel il fallait appuyer pour déclencher l'alerte ou quoi que ce soit. Tout est automatisé. Le système, il est quasiment automatique. Il a détecté l'alerte, il a sonné, en fait. Après, moi, ce que je peux faire, c'est déclencher la grosse alerte. Là, c'est vraiment l'alarme de pompier qu'il y a eu tous les premiers mercredis du mois, là. C'est la même, c'est quasiment la même. Bon, sauf que là, il n'y a pas eu le temps, hein, mais je sais même pas si elle était présente vraiment à Gossy à ce moment-là, parce qu'elle était quasiment neuve, elle avait 1 an à la base, même pas.
Et du coup, je pense que juste les alerteurs, déjà, ça réveille. Hein, déjà, c'est du 120 décibels, c'est pas mal. Oui, voilà, en gros, c'est ce que je me disais. Je me suis dit, si au moment de l'attaque, il faut que tu appuies sur espace pour prévenir tout le monde, ça se trouve, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le délai, etc. Heureusement, parce que t'imagines, si le délai d'un mortier, mais nous, c'est 8 secondes. Si pendant les 8 secondes, il faut que j'ai le temps d'appuyer sur alerter, il y a déjà des victimes, quoi. C'est foireux, quoi. D'accord, ok, ouais, bah, je Ouais, comprends mieux comment bah ça marche. t'imagines, hein. Au moment où les obus ils tombent, finalement, est-ce qu'il y a vraiment un geste à adopter ou quelque chose à faire quand c'est comme ça, ou il s'agit juste d'attendre? Ouais, c'est se mettre on appelle ça PPI, position de protection individuelle. En gros, c'est se mettre en boule et attendre que ça se passe. Parce que moi, j'ai pas eu le temps de me cacher dans un bunker, parce que normalement, on a des bunkers dans chaque base française. Mais là, j'ai pas eu le temps, donc du coup, je me suis mis sous une table, sous une tente. J'attendais que ça tombe et je pensais que le prochain était pour moi, quoi. Donc c'est 20 obus qui vont tomber pendant plusieurs minutes. Ah ouais, 7 minutes, bah, c'est les 7 minutes les plus longues de ma vie. On dit que quand on est dans une situation où on sent que notre vie est en danger, le temps paraît infiniment plus long pendant cette période-là. Est-ce que toi, justement, t'as ressenti ça, que la peur, le stress, etc., ça te donnait cette impression que le temps était infiniment long? Ah, ouais, c'est vrai. C'est pour l'avoir vécu, ouais. Je pensais que ça. Déjà, les 7 minutes ont été une éternité. Et on repense, franchement, moi j'ai vu ma vie défiler, hein. J'ai repensé à tout ce que j'ai fait avant, tout avant, et on se pose des questions. Et quand c'est fini, limite, on est très fatigué parce que on se remet en question beaucoup de fois. Et on se dit, là, c'est vraiment, hein, pas la guerre, mais c'est vraiment bah, le concret, quoi. Donc vraiment une sorte de stress au maximum. Ouais, là, c'est le cœur, il part à 100 à l'heure. Et la formation qu'on a eue avant, bah, elle est nécessaire, hein, parce que quand on est dans un état comme ça, les réflexes doivent être rapidement actés. Il faut vraiment avoir des actes réflexes, donc ouais, c'est compliqué. Et ben justement, c'est la question que j'allais te poser qui est très intéressante, c'est que justement, est-ce que même avec la meilleure formation du monde, les meilleurs réflexes, enfin les meilleures préparations au monde plutôt, est-ce qu'on est vraiment prêt le moment où ça arrive? Ou est-ce qu'il y a justement ce fait que bah au moment où ça arrive réellement, ça reste quand même différent par rapport à la formation et à ce qu'on t'a appris? Non, non, le moment où ça arrive, on n'est pas préparé à recevoir des obus, par exemple, sur soi, hein, c'est assez particulier. Enfin, moi, je sais que on a fait une préparation sur le matériel, etc. Tout était bien, mais c'est juste être préparé. On a fait des séances de relaxation, de pouvoir souffler quand ça fait, mais vraiment là, faut le vivre pour vraiment y croire, parce que je suis dans une salle de cours, alors qu'en réel, c'est différent, en fait, c'est vraiment différent. Est-ce que justement, t'arriverais à nous dire, vu que tu l'as vécu, ce que ça fait d'avoir réellement peur? Peur au point où tu sais que toute ta vie est en danger. Tu nous as dit que certes tu repensais à ta vie, à ce que tu as vécu, tout ça, mais je sais pas, par exemple, comment on pourrait dire, un exemple concret physique que tu ressens au moment où tu as peur. Euh, Ouais, je me souviens du moment où, quand c'est tombé, je tremblais, hein. Mes mains tremblaient. Et t'as les mains moites, t'es pas bien en fait. Et en fait, t'es limite super attentif. T'as de la, pas l'excitation, mais comment dire, t'es super vigilant en fait. Tu sais, à chaque truc, voilà, t'imagines déjà si on se fait envahir la base, etc. Tu sais déjà les trucs que tu vas faire, tu vois. Tu t'imagines plein de projets, et puis voilà comment ça se passe, quoi. Ça fait vraiment froid dans le dos de l'entendre et de se dire surtout que tu l'as vécu toi. Et c'était en 2020, ça fait quand même 4 ans. Émotionnellement, j'imagine que c'est probablement l'une des pires journées de ta vie, ce qui est normal. Mais est-ce que finalement, on n'oublie jamais? On n'oublie jamais un moment où il y a autant d'émotions, autant de stress? Est-ce que vraiment tu te souviens de tout cette journée, à jamais tous les détails de cette journée, ou est-ce que c'est plutôt des morceaux de cette journée? Moi, c'est des briques de souvenirs. Moi, je revois encore le médecin arriver, nous dire qu'il y a un delta Shrek delta. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un décès en fait. Donc ça, je revois cette action ralentie qui me hante depuis pas mal d'années, parce que mon traumatisme a eu lieu en 2020, on est en 2024, et ça s'est ressorti que l'année dernière, et que ça fait un an que je suis en arrêt, donc ouais, c'est compliqué. Compliqué à vivre au quotidien. Déjà, à mettre un mot dessus, c'est compliqué, mais heureusement que là, je suis dans l'hôpital militaire, et que avec d'autres blessés qui comprennent aussi ce que j'ai. En fait, on a tous le même symptôme, et même si on n'a pas tous les mêmes vécus, en fait, on a tous les mêmes symptômes, et on s'entraide, en fait. Donc là, tu viens d'apprendre qu'il y a une personne, un personnel militaire, un soldat français qui vient de mourir. Qu'est-ce qui se passe ensuite après ce moment-là? Qu'est-ce qui va justement s'en suivre? On se regarde tous, hein, on est tous au ralenti, on se regarde. Mais je revois la vision ralentie, je sais pas pourquoi, mais... Et on se regarde, on se dit merde, quoi. Et du coup, bah, c'est passé après la journée, hein, forcément, tous les comptes rendus qui remontent pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, etc., d'où ça venait. Là, ça s'est terminé parce qu'au même moment, en fait, on a appris qu'il y avait une attaque suicide sur le convoi, parce que je ne savais pas ce moment-là, en fait.
C'est quand le médecin nous a annoncé qu'il y avait un Delta Charlie Delta, qu'il y avait un décès sur le convoi, que le VBL, bah, il avait été découpé en deux et que là, bah, on s'attendait à 2 autres véhicules suicides. Donc heureusement que les renforts sont arrivés, il y a eu des hélicos, plus un drone, plus tout ce qui va bien, quoi, qui ont survolé la zone. Donc après, bah, il y avait une centaine de djihadistes qui étaient prêts à rentrer autour, hein. Une centaine de djihadistes autour de la base au moment de l'attaque. Ouais, dans les écoutes qu'avaient les renseignements, ils ont entendu pas mal de mecs, là, parmi une centaine, qui étaient prêts à nous achever, en gros, si, après l'attaque. Parce que l'attaque était prévue pour le combat, en fait. A été révélé que c'était prévu normalement pour la base, parce que la base était un peu mal foutue à ce moment-là. Donc c'est une base, pour imaginer, c'est une base qui est plus basse que la population, donc la population voit ce qu'on fait, donc c'était super, quoi. Oui, je m'en souviens, la première fois qu'on s'était parlé, tu m'avais dit justement que la base était tellement basse que le village était au-dessus de la base, enfin que en tout cas le village était sur les hauteurs, et que tu voyais des mecs sur les toits qui téléphonaient en regardant la base. Ah ouais, on voyait des gens téléphoner, mais je pense qu'ils prenaient du rance, hein, c'est obligé, hein, mais de toute façon, avec aussi, on savait qu'on n'était pas très bien accueillis, on savait que... En plus, c'est région de 3 frontières, donc c'est leur région à eux. On savait qu'il allait se passer un truc. Un peu de villageois, là, mais on voyait la base, en fait. Donc on voyait les mecs courir le matin. Enfin, bref. Et même, il n'y avait pas de fossé anti-véhicule, parce qu'il y a une route nationale qui passait juste à côté, il n'y avait pas de fossé anti-véhicule. Donc bah, après, ils ont commencé à faire, forcément, hein. On apprend de nos erreurs, donc ils ont fait des fossés en véhicule, etc. Mais ouais, ils ont prévu à la base, ce qu'on m'a dit, c'est que la base était prévue d'être attaquée par 3 véhicules suicides, donc un véhicule qui était pour ouvrir, en fait, pour faire une brèche. Le deuxième véhicule chargé de 700 kg d'explosifs devait exploser à l'intérieur de la base. Il y avait un troisième en cas où véhicule suicide qui était prévu. À mélanger à ça les obus, forcément. Donc nous, quand il y a les obus, on se met à l'abri. Donc mélanger à des obus plus les 100 mecs autour. Donc je pense que le convoi en fait m'a sauvé la vie, a sauvé la vie de la base en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'ils n'ont pas attaqué la base à ce moment-là. Mais s'ils avaient attaqué, je vous dis, j'étais plus là. Donc de se dire qu'on vit sur la mort de quelqu'un, c'est compliqué. Je le connaissais sans plus, hein, parce que je sais que j'ai pris le même avion que lui et tout, mais ça m'embête de vivre sur la vie de quelqu'un en fait. La personne qui est décédée en question, c'était justement une personne du convoi, comme tu disais. C'était celle qui était dans le véhicule blindé qui s'était fait couper en deux, que tu nous avais dit tout à l'heure. C'est ça, oui. Il était en tourelle et puis il est décédé. Par un véhicule suicide du coup. Ouais, un véhicule suicide qui a tapé sur lui. Donc en gros, c'est le véhicule explosif qui explose à proximité du véhicule militaire. Ah non, mais là, il l'a chargé, plus il y a une charge explosive dans le véhicule. Pour avoir une idée du convoi, c'est pas juste un truc d'escorte avec un peu de ravitaillement, c'est vraiment quand même un gros convoi militaire. Ouais, là, il y avait VBL, donc le véhicule blindé léger, ces petits véhicules qui sont devant. Après, il y avait des VAB qui étaient dans le convoi. Donc, c'est des gros convois, hein. C'est des convois qui font 1 km ou 2 km des fois, hein. Donc, ouais, c'est des gros convois, hein. Tu nous parles d'un énorme dispositif de la part des terroristes. Quand c'est comme ça de la part de l'armée française, j'imagine que la réponse elle est imminente. Tu nous parlais de véhicules qui sont arrivés, d'hélicoptères, c'est aussi, je sais pas, des avions de chasse, du personnel qui arrive, c'est quoi concrètement? Il me semble qu'il y avait un Mirage 2000, je crois, qui nous survolait. Mais il y a surtout eu les Tigres qui nous ont survolé. Il y a un Reaper qui vient de Niamey là, qui nous a survolé aussi. Au moment où l'attaque elle est terminée, au moment où l'adrénaline, la pression, tout ça, ça redescend, qu'est-ce qui se passe concrètement entre vous? Nous, ce qu'on a fait, c'est avec mon petit groupe, là, on était 4 sur le système. On en a parlé entre nous, en fait. On a dit, écoutez, je lui ai dit, écoutez, les gars, si on faut en parler, on en parle. Si ça va pas, faut en parler, parce que là, on a vécu un truc que personne ne vit. Et que, voilà, donc on s'est fait une petite réunion, en fait. Et puis, on dit, non, c'est bon, donc ok. Puis à la fin de semaine, je leur demandais si c'était bon, et au final, c'est passé. Surtout qu'en plus, toi, à ce moment-là, du coup, t'es sergent-chef, du coup, sous-officier. Est-ce qu'il y a une responsabilité en plus, quand t'as des hommes sous ta direction, finalement, de devoir, entre guillemets, assumer ce genre de situation, ou du moins de trouver les mots dans ce genre de situation? Oui, forcément. Puis j'avais déjà fait un Mali, donc je me suis dit, allez, je vais leur parler. Je veux dire, moi, ça me ferait chier quand même mes mecs pètent un plomb parce qu'il y a ça, donc je me suis dit, allez, je vais leur parler, voir ce qu'il y a, si ça va pas, etc. Parce qu'on a tendance à garder tout pour nous, en fait. Comme moi, je fais, hein, j'ai toujours gardé pour moi, et au bout d'un moment, moi où j'en suis maintenant. Donc ouais, faut vraiment parler, et c'est comme ça que ça... Parce qu'eux, ils ont réussi à faire les 4 mois sans moi, finalement, mais ils ont réussi, peut-être pas à digérer l'attaque, mais à vivre avec au final. On dit souvent, dans ce genre de moment, il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Est-ce que, ayant vécu ça, justement, tu peux confirmer ce propos, que tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas se rendre compte de ce que c'est ce genre de moment? Oui, complètement, ouais.
Parce qu'on peut pas parler de ça sur quelqu'un qui a pas vécu, en fait. Tu sais, on sent un peu décalé par rapport au mec qui dirait, ah, moi j'aurais fait ça, j'aurais fait ça. Je dis, non, tu l'as pas vécu, le truc, donc tu peux pas dire. Est-ce que tu penses quand même, malgré tout, que dans ce genre de situation, l'âge et l'expérience a quand même un effet sur la situation? Du fait que peut-être, avec ton expérience, t'as un peu plus de recul que quelqu'un qui vient tout juste d'arriver à sa première OPEX et qui découvre ça? Non, je pense. Bah, après, je pense que plus on est vieux, plus on arrive à relativiser. Enfin, mais encore, je sais même pas. Mais quand c'était premier aux OPEX, c'est sûr, ça choque plus que si c'était la sixième, septième ou huitième OPEX, je pense. Mais on n'en verra jamais quelqu'un. Normalement, on n'envoie jamais quelqu'un sur un Mali si s'il a 6 mois de service. Normalement, ça n'existe pas. Ensuite, du coup, la mission va continuer pour toi. Finalement, t'arrives malgré tout à accomplir ta mission pour la suite. Mais c'est quelques mois plus tard que la situation va se dégrader pour toi. Est-ce que tu peux nous en expliquer un peu plus par rapport à ça? En fait, ouais, ils m'ont retiré pour une maladie que j'ai chopée en fait là-bas, liée au stress. Hein, du coup, j'ai été rapatrié au bout d'un mois à l'hôpital Sainte-Anne à Toulouse. C'est une RCH, donc c'est une rectocolite hémorragique. En gros, c'est une MICI, ils appellent ça, une maladie inflammatoire chronique des intestins, il me semble, ça veut dire. Que si je chope le paludisme, je peux y passer en fait. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont rapatrié à Toulouse. Quand un soldat chope une maladie comme ça en opération extérieure, ça passe forcément devant un médecin militaire. Oui, je passais sur le médecin déjà. Il y a un médecin qui était sur Gossy. Après, ils m'ont envoyé à Gao pour refaire une expertise avec des scanners. Ils avaient tout là-bas. Hein. Ils m'ont fait des expertises. Et après, ils m'ont renvoyé en France pour faire des expertises encore plus expertisées. Pour savoir vraiment ce que j'ai, quoi. Donc c'est bien un bilan qui est tombé sans appel. Ouais, franchement, j'avais rien à dire. Bon, ce qui est dommage, moi, je voulais rester. Hein, parce que je voulais pas partir, laisser mes mecs. Ils m'ont forcé à partir. Et je l'ai mal vécu en fait, ce départ si soudain en fait du Mali. C'est la première OPEX que j'ai pas réussi à finir et au final j'ai eu du mal. J'ai du mal à me dire que je laisse mes mecs là-bas en fait. Et moi pendant ce temps-là, je serais chez moi. C'est compliqué de se dire ça. J'étais directement plongé dans la vie civile. J'étais chez moi à regarder la télé. Oh. Il n'y a pas une phase de transition entre le moment où tu es rapatrié et le moment où tu retournes chez toi? En fait, ouais, c'est comme si normalement il y a un stage de décompression pour ceux qui font des sites isolés ou des gros sites qui ça a pas mal tapé. Normalement, il y a un stage de décompression d'une semaine des fois dans le sud de la France et avant c'était en Crète, par exemple. Mais moi, j'ai pas eu ça parce que j'étais rapatrié au bout d'un mois. Donc forcément, j'ai fait hôpital une semaine et après j'ai été directement chez moi, vie civile. Wow. Je dis pas que j'étais réformé, hein, je dis vie civile. Alors du coup, compliqué, c'est reprendre les habitudes qu'il y a l'eau qui coule du robinet, qu'on va au magasin pour faire les courses. Enfin, c'est que je peux sortir comme ça sans armes. C'est compliqué. Il y a vraiment une sorte de barrage entre l'OPEX et la France. Donc ouais, c'était compliqué. C'était compliqué au début. Donc malgré tout, la transition reste assez violente pour toi puisque c'est d'un coup. Ah, ça a été super vite. Ah ouais, ça a été super vite. Et même trop vite, je pense. Mais comme je le dis, moi je voulais pas retourner en France et quand je suis retourné en France tellement soudainement que pour moi en fait mon corps était là mais mon esprit était au Mali en fait. Dans ta tête, finalement, tu dis en quelque sorte que t'as pas réussi à aller au bout de ta mission et que c'est plutôt un échec pour toi. Ouais, mais j'avais inconsciemment c'est moi qui je me suis rendu fautif en fait donc c'est pour ça aussi que je pense que j'ai la colère contre moi en fait. Et ça me fait penser du coup à une question qui est assez importante, c'est si tu savais qu'ils allaient te rapatrier en leur disant que t'étais malade, est-ce que tu leur aurais montré que t'étais malade ou pas? Non, je l'aurais pas montré, vraiment pas. Ouais. Si j'aurais su, j'aurais gardé ça pour moi, même si j'aurais eu peut-être des complications ou quoi. Moi, ce que je voulais, c'est rester avec mes mecs et qu'on vive ça pendant 4 mois, qu'on fasse la mission et qu'on rentre tous ensemble. En fait. Ça reste quand même hyper inconscient. Ouais, ouais, je sais, mais moi, toutes mes OPEX, je les ai faites et pourquoi celle-là, je l'aurais pas fini, quoi. Tu vois. Est-ce que du coup, au moment où tu rentres, tu sens déjà que mentalement, physiquement, etc., ça va pas bien et que il y a besoin peut-être d'aller plus loin dans l'accompagnement médical à ton retour d'opération? Au début, ça allait bien avec ma conjointe, forcément, il y a les retrouvailles, donc ça va bien. Mais après, ça installe une routine au bout de 2 semaines, 3 semaines, et là, je commence à avoir des sauts de colère. En fait, c'est plus moi. En fait, j'ai l'impression que je m'énerve pour rien. J'ai ma conjointe qui finit pas pas son plat, je m'énerve. Qui finit pas son coca, je m'énerve. Enfin, il y a plein de trucs qui m'énervent et je savais pas d'où venait cette colère en fait. Et j'en avais parlé à plusieurs personnes. Ils me disent ouais, t'inquiète, ça va passer. Et je dis mais ouais, putain. Jusqu'au jour où on m'a envoyé à Metz, à l'hôpital militaire de Metz, où ils m'ont diagnostiqué un syndrome post-traumatique du Mali.
Je dis, ah bon, j'ai jamais entendu ça avant. Je dis, ouais, c'est quoi ça? Non, c'est juste passager. Je me dis, bah non, là, vous avez tout, vous avez de l'hypervigilance, vous dormez pas la nuit, vous transpirez ou machin. Je dis, ouais, c'est vrai. Et puis là, bon, maintenant, j'arrive toujours pas à m'admettre que j'ai ce truc-là, hein. Mais les premiers mois étaient compliqués, vraiment compliqués. Donc de ton point de vue personnel à toi, à ce moment-là, il y avait rien d'alarmant malgré le fait que tu savais bien que c'était pas vraiment toi dans ton comportement. Non, pour moi, non. Moi, je vois pas qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est ma conjointe qui voit directement. En fait, elle a vécu le calvaire pendant 2-3 mois, parce qu'après, j'étais forcément, ils m'ont replongé en arrêt parce que ça allait pas mieux. Et c'est ma conjointe qui m'a dit ah, écoute, t'as changé, fais gaffe. Et c'est pour ça que grâce à elle, j'ai consulté en fait. Donc là, maintenant que tu sais que la maladie est bien présente, comment ça va évoluer dans les temps qui vont suivre par rapport à ça? C'est le fait de retrouver après mes coéquipiers qui reviennent d'OPEX, donc déjà, ça fait un point en moins. Ah, donc ça commençait à aller mieux. Ouais, ça allait mieux quand même. À ce moment-là, ça allait mieux parce qu'en même temps, j'en ai parlé au chef de corps et puis il m'avait bien écouté. Et ça, je me sentais écouté quand même, donc ça avait bien passé à ce moment-là. Une petite question qui est peut-être un peu personnelle, mais c'est est-ce que du coup, t'aurais eu des réflexions par rapport au fait que finalement t'es en quelque sorte en arrêt maladie et que bah du coup t'es plus opérationnel? Vous savez, quand c'est comme tout métier, quand vous vous mettez en arrêt, au début, vous disiez que c'est le mec qui essaye d'esquiver ou quoi. Donc j'ai eu ces réflexions-là. Et ça, je l'ai un peu mal vécu. Ouais, je l'ai un peu mal vécu. Et, parce que je me dis, j'ai rien fait pour, en fait. Donc ça, je l'ai mal vécu au début. Ouais. Donc là on est encore en 2020 et j'ai l'impression que malgré tout t'arrives à avancer dans ta vie et à surmonter ces épreuves-là. Mais du coup pourquoi aujourd'hui, pour qu'on comprenne bien, en 2024 t'es là aujourd'hui en train de nous en parler et de nous faire comprendre que le traumatisme est encore présent alors que visiblement en 2020 tu sembles avoir fait des progrès par rapport à ça? En fait, ils m'ont muté l'année dernière. Parce que franchement, honnêtement, j'ai changé de spécialité hein, parce que j'étais plus projetable à cause de ma maladie RCH. Donc du coup, j'ai changé de spécialité. Je suis devenu dans les bureaux maintenant. Et forcément, bah, le RH, la RH de toute l'armée de terre, en fait, a décidé que je devais être muté parce que j'étais en trop en fait, dans la cellule au régiment d'artillerie. Donc du coup, ils m'ont muté. Et là, bah, du coup, j'ai perdu un peu, comment dire, ma bulle de protection, en fait, que je m'étais faite. Donc j'arrive dans un nouveau régiment où je connais pas grand monde, où je vais prendre un métier que bon, je connais pas forcément bien à 100%. Et là-bas, je vais être, on dit célibataire géographique, ça veut dire que là-bas, je vais vivre dans un bâtiment célibataire, un BCC, ça s'appelle. Et ça veut dire que tous les jours, bah, de 17h30 à 8h, je vais être dans ce bâtiment. Donc c'est compliqué au début. Forcément, il faut que j'explique mon histoire, pourquoi j'ai été muté au régiment que je viens d'arriver. Donc je parle du Mali et de la maladie. Une fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois. Le soir, je fais quoi? Bah, je rentre dans mon BCC, je rumine ça parce qu'il fait super chaud, bah, j'arrive pas à m'en sortir. Plus, je pense qu'il y avait la date aussi qui arrivait du 23 juillet 2023 qui arrivait. Et là, j'ai pété un plomb, je commençais à m'énerver tout seul, je dormais plus, j'avais des poches, j'arrivais au boulot, j'avais des poches sous les yeux. Limite, on aurait dit un ours qui sortait de sa grotte, quoi. Et ouais, c'était. Heureusement qu'après, le président des sous-officiers de l'autre régiment où je suis arrivé a détecté ça, il m'a fait consulter directement l'infirmerie du nouveau régiment où j'étais. Donc là, retour à l'infirmerie, on imagine la suite, retour d'un diagnostic qui tombe finalement. Une rechute du SPT que j'avais eu en 2020. Mais celui-là était beaucoup plus dur en fait. Là, j'ai réalisé que j'avais pas accepté ce qui s'était passé en 2020. Et maintenant, bah, depuis ça fait 1 an et demi que j'arrive pas à dormir la nuit en fait. Donc depuis été 2023, je dors plus. Je dors maximum 3-4 heures par nuit. Quand tu dis que tu dors plus, c'est quoi par exemple? C'est des cauchemars? Ouais, des cauchemars. Maintenant, c'est des cauchemars mélangés à d'autres cauchemars. Donc en fait, avant, c'était vraiment l'événement. Et ce qu'on m'a dit, c'est que de toute façon, c'est normal si c'est mélangé à d'autres trucs. Donc, ça veut dire que le cerveau essaye de réparer le traumatisme qu'il y a eu. Je vais tant mieux en fait, mais ça fait 1 an et demi que ça dure, donc j'en ai un peu marre, quoi. Je pense que partager, ça fait vider aussi ce que je ressens. Parce qu'au début, premier sentiment, c'était la honte, hein, vraiment la honte d'avoir ça. Et je pense que d'en parler, ça vide un peu la poche là, que j'ai trop sur moi en fait. C'est une sorte de rédemption peut-être. Je sais pas si on peut appeler ça de la rédemption, mais voilà. Et toi, du coup, de ton ressenti personnel, est-ce que tu sens que t'avances dans ton combat, dans ta maladie? Moi, je me vois tous les jours, donc au final, je vois pas d'avancement. Moi, ce que je voudrais, c'est que demain, en claquement de doigts, ça y est, j'aille mieux en fait, que je dorme et que je pense plus à ces idées-là, des idées de merde ou quoi. Mais au final, apparemment, mon entourage, plus les médecins, m'ont dit qu'il y avait de l'amélioration depuis le début.
Moi, je le vois pas, donc c'est un peu particulier. Donc, je me dis, bon, bah, allez, hein, on va continuer dans cette voie-là. Et puis, je pense que petit à petit, bah, ça ira mieux, mais il faut le temps, quoi. Je connais, il y en a, ils ont fait 5 ans, ils ont mis 10 ans, donc je me dis, ça me fait un peu peur. Mais après, tout le monde n'est pas pareil, mais c'est long. Moi, ça m'énerve parce que moi, je te dis, je voudrais que demain, ça aille mieux, quoi. Est-ce que tu arrives quand même à te rendre compte que justement tu as besoin d'aide, tu as besoin d'un traitement de personnel avec toi pour justement rester stable et aller mieux finalement? Là, c'est les médicaments qui me calment, parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai une colère qui est en moi, en fait, qui veut s'échapper, mais que j'arrive à garder. C'est parce que c'est les médocs, hein, mais si ça explose, j'ai peur, en fait. Tu vois, j'ai peur de moi. Ah oui, à ce point-là quand même. Ah ouais, c'est parce que, je dis, moi, de base, je suis très calme, je suis quelqu'un de posé, on me dit une réflexion, limite, j'en rigole, je dis, ouais, ok, reçu, et puis on n'en parle plus. Mais maintenant, j'ai atteint tellement. En fait, c'est un trop plein que j'ai que maintenant, un rien en fait m'énerve. Mais j'essaie de ne pas être au point où ça pourrait exploser. Donc quand même, finalement, tu arrives quand même à réaliser que tu as besoin d'un accompagnement spécialisé par rapport à ça. Ouais, mais j'arrive toujours pas à assumer que j'ai une blessure déjà. Parce que moi, une blessure, c'est une blessure apparente. C'est pas une blessure psychique. Donc c'est encore plus dur à soigner, parce que quand tu as une jambe en moins, tu vois la jambe en moins, tu vois, tu te dis bon, j'ai des béquilles après il y a les rééducations, après il y a peut-être un objet pour m'aider à marcher, tu vois. Mais là quand c'est une blessure qui se voit pas, déjà faut le prouver à chaque fois. Enfin, pas prouver, mais faut montrer à chaque fois que c'est une blessure, parce que les gens quand ils voient comme ça, on dirait pas en fait. On dirait pas que t'as une blessure. Donc ouais, mais c'est compliqué, hein. C'est une blessure. Waouh. C'est comme si en fait, je sais qu'il y a une partie de moi qui est morte en fait au Mali, je sais très bien, et j'arrive pas à faire le deuil de cette personne en fait. Et après, bon, je pense, comme les médecins me disent, je pense que je me cache derrière l'humour, mais je sais qu'à l'intérieur c'est noir, tu vois. Et j'essaye d'apparaître blanc en fait aux yeux des gens. En fait. Franchement, c'est, je sais pas comment dire, rare. Rare d'avoir une telle sincérité, une telle transparence sur la maladie, sur l'accompagnement nécessaire, et surtout sur ton vécu, parce que c'est quand même super personnel tout ce que tu dis là. Et d'avoir le courage d'en parler, d'avoir le courage de l'exposer devant tout le monde finalement, euh, je trouve que c'est énorme. Je trouve que la démarche, elle est juste incroyable. C'est toi qui es venu vers moi, parce que tu nous as fait confiance pour en parler, et de l'exprimer aujourd'hui comme ça, avec une telle transparence. Depuis le début de la vidéo, t'as esquivé aucune question, je tiens vraiment à le préciser. C'est juste émotionnellement super fort et inédit, je trouve. Personnellement, de toute ma carrière en tout cas. Oh, mais pas de souci, hein, j'ai rien à cacher. Donc, Après, tu vois, là, je suis en sueur, là, je transpire partout. Là. Est-ce qu'il y a des moments où finalement ça revient le plus? Tout ça, tous ces problèmes dont tu nous parles? En fait, c'est succinct, c'est quand je suis avec eux, ça va, mais quand je suis tout seul, en fait, ça redescend, mon moral redescend, en fait. Il n'y a que quand je suis avec ma conjointe, encore des fois, ça va, mais Sans déconner, c'est vraiment bien que t'en parles justement de l'importance d'un entourage dans ce genre de moment. heureusement qu'elle m'a soutenu, parce que je pense sans soutien, j'aurais pu mal tourner. Mais c'est vraiment bien que tu le précises justement. Ah, mais c'est sûr, parce que j'aurais pu me mettre dans l'alcool ou autre. Hein. C'est sûr que. Parce que c'est un choix facile, hein. C'est vraiment un choix facile. Ah, et j'en connais ouais, qui sont malheureusement tombés dedans et compliqués à en sortir. Ma question, elle peut paraître un peu débile, mais je pense qu'elle est un peu plus profonde que ça. C'est est-ce que de toute cette expérience, il y a quand même un peu de positif que ça t'a apporté toi personnellement dans ta vie? J'ai perdu mon aptitude au PEX, j'ai failli perdre le statut militaire, j'ai failli perdre plein de choses. Et maintenant, je me dis, il y a des choses qui sont arrivées quand même qui m'ont changé en bien, un petit peu. Pour l'instant, je vois que le petit peu. Alors, on m'a dit qu'il y avait d'autres choses, mais c'est tout. T'aurais des petits exemples pour bien qu'on comprenne justement le sens de cette question? Bah, en fait, maintenant, je prends les choses moins à cœur. Avant, j'étais toujours vouloir faire les choses parfaitement, tout ça. Maintenant, je me dis, je le fais. On se racasse moins sur la vie en général, tu vois. Genre, un mec qui fait une queue de poisson, je le regarde, bon voilà, j'ai pas envie de le tuer, quoi, tu vois. Ou des trucs tout simples. En fait, on se dit pas, un mec qui fait du bruit, parce que moi, je l'habite dans un appartement, un mec qui fait du bruit au-dessus, je vais pas le monter et puis je vais pas le foutre par la fenêtre, tu vois. Donc, on se dit, en fait, on se dit, ouais, ça va passer. Bon, après, au bout d'un moment, si ça passe pas, bah, j'arrête de prendre mes médicaments et puis je descends pas la fenêtre. Sinon, ça va. Tu vois.
Est-ce qu'il faudrait pas finalement, malgré tout, essayer de garder une onde d'espoir sur la vie en général et sur l'avenir, même après avoir vécu le pire finalement? Ah, il faut, de toute façon, si tu bois que du noir, je t'ai dit, hein, tu finis dans l'alcool et voilà. Ça me donne d'ailleurs une toute dernière question qui est finalement assez très pertinente. Est-ce que t'aurais accepté, est-ce que t'aurais supporté l'idée que quelqu'un d'autre soit parti à ta place durant ce Mali et a vécu et traverse ce que tu vis toi actuellement? Non, je pense que j'aurais encore plus regretté si c'était quelqu'un d'autre qui l'aurait vécu. Alors, ça aurait été pire, ça aurait été pire. Après, il n'y a pas de. Tu vois, je fais pas ce témoignage pour me la péter d'avoir vu ça, franchement, je m'en fous, tu vois. C'est juste pour faire partager le ressenti de quasiment pas mal de blessés qu'il y a eu aussi. Et c'est surtout que s'il y en a des futurs, en fait, qui ne disent pas qu'on est seul, parce que moi, je me suis senti bien seul au début et j'avais honte, mais vraiment honte d'avoir ça. Et au final, il n'y a pas de honte à avoir. On m'a dit 10 000 fois, il n'y a pas de honte à avoir. Je dis, ouais, mais quand on vous a appris à être au taquet tout le temps et d'un coup ça va pas, vous remettez en question en fait. Et puis moi j'avais la honte quoi. Je dis, moi j'ai fait toutes mes OPEX, il y a juste celle-là où j'ai pas fini. Puis t'as vu tout ce qui en est découlé. Ouais, non. Et j'ai plus perdu que gagné à cette OPEX en fait. Pour moi, j'ai le sentiment de mission inaccomplie en fait. Parce que j'ai pas su finir la mission, mais je sais qu'on m'a dit que c'était pas de ma faute. On peut me le dire. Et mon fond, en fait, c'est de me dire que j'ai pas fini Stopex, que c'est un échec. Sergent-chef, merci beaucoup pour autant de paroles, autant de franchise, autant de sincérité sur votre vécu. Juste, bah, du coup, ma conclusion finalement, c'est qu'est-ce que nous, on peut vous souhaiter pour l'avenir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour que ça aille mieux pour vous finalement, même si ça risque de prendre encore un petit peu de temps. Bah là, je suis en attente de reconnaissance d'homologation de guerre, donc là, c'est le mois où je vais être reconnu. Là, normalement, c'est ce mois-ci, là. Donc j'espère pouvoir avoir cette médaille du blessé. Plus, ouais, je pense que ce serait une reconnaissance que j'ai pas eue au final, parce que on m'a juste fait une tape sur le dos avec un papier, une lettre de félicitations, et puis c'est tout, quoi. Mais après, je demande pas non, d'avoir des médailles, je m'en fous, mais le demande de reconnaissance, j'ai eu du mal aussi à l'avoir. Et qu'on me souhaite que je puisse dormir enfin, parce que j'en ai un peu. Non pas j'en ai marre de regarder tes lives sur HOI4, mais que je puisse dormir tranquillement, tu vois. Peut-être un petit mot pour tous les jeunes militaires qui nous regardent, ou même toutes les forces de l'ordre, ou la population en général. Il faut rester humble, en fait. Il ne faut pas se dire qu'on est. Je connais hein, des militaires ils ont passé première classe, ils se sentent supérieurs aux civils, ou des caporaux qui se sentent supérieurs aux première classe, qui sont caporaux. Non, faut rester humble. Il faut commander comme vous aimeriez être commandé, en fait. C'est ce que je me dis. Hein. Et ça a passé. Hein. En vrai, il n'y a rien d'insurmontable. Moi, je te dis, je faisais 55 kilos avant d'entrer à l'armée. Hein. Personne ne misait sur moi. Et au final, maintenant, j'en fais bon, un peu plus. À 80, je veux dire 90 pour. Voilà. Bon, 97 pour 1m80. Donc là, je suis monté à 90 kilos, 97 kilos. Tu vois, parce que, bon, voilà, parce que les médicaments m'ont fait grossir. Mais après, j'ai fait du sport, pas mal de sport. Qu'on fait. Et franchement, l'armée, c'est bien pour ça. Parce que de 8h à 10h, on fait du sport. On est payé pour faire du sport. Et voilà. Donc au final, le confort qu'on a en OPEX, eh ben, on est bien content de le retrouver x10 en France. Quoi. On se dit, ah ouais, la France, franchement, c'est pas mal qu'on y est au final. Quand on voit l'eau couler du robinet et tout ça, franchement, on se dit, ouais, on est pas mal. Bah, Sergent-chef, merci beaucoup en tout cas. C'est très précieux et je me dis peut-être que ça aidera des personnes qui ont vécu plus ou moins la même chose. Peut-être pas à libérer la parole et à écrire en commentaire, mais au moins à se dire que bah, ils sont pas seuls à vivre ça et que parfois parler de ses faiblesses en quelque sorte peut être aussi une force. En tout cas, moi sincèrement, je vous remercie énormément pour cette sincérité, pour cette franchise et surtout pour ce témoignage d'une valeur qui, je trouve, est exceptionnelle. Ouais, je pense, après, je sais même pas s'ils oseront non plus mettre un commentaire, tu vois, parce que c'est un truc qu'on garde pour soi au final.